Du coup, j'espère que vous aurez le temps de réfléchir pendant ce talk. Néanmoins, il est limité à 10 minutes, donc c'est très condensé, j'en suis conscient. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser à la fin de ce talk. On va essayer de tenir, pas tenir les 10 minutes. Du coup, ce talk, en fait, aurait pu être appelé aussi « Ou comment jouer avec les limites d'ECMAScript ?» Parce qu'implémenter du pattern matching en JavaScript, c'est quelque chose. Un peu de contexte. J'étais en train de développer une application qui permettait d'afficher en mode graphe les applications actuellement déployées chez Evise avec les différents numéros de commit, etc. Et en fait, à un endroit du code, donc c'était un POC, du coup c'était fait en Node. Bon, les trolls s'exprimeront. Chaque node est connecté avec des liens. Et j'avais un tableau de liens en fait, chaque lien étant un objet. Et je faisais un map là-dessus. Je sais pas si j'ai. Je faisais un map là-dessus. Et donc link, en fait, ça correspond à un objet. D'accord? Et. Pardon? Il y a un laser dessus si tu veux pointer. Ça va être ça? Oh. Et du coup, l'idée, pour ceux qui connaissent un peu le pattern matching, alors qui n'a jamais entendu parler de pattern matching? N'hésitez pas à lever la main. D'accord? Donc c'est une structure qu'on trouve énormément en programmation dans les langages plutôt fonctionnels et qui va vous permettre d'exprimer clairement par ordre de plus, on va dire, de plus précis au plus générique des conditions, et en fonction de chaque condition, vous allez avoir une action à réaliser. Ici, en fait, mettons que ce code-là fonctionne en JavaScript, ça va simplement me dire que, donc tout le monde connaît map en JavaScript, okay, sinon je ne pouvais plus rien pour vous, ça va simplement dire que cette condition-là, en fait, ici vous avez la condition, donc, par exemple, quand link contient l'attribut protocole et pour valeur HTTP, alors la valeur qui va être retournée pour cet élément-là sera 1. Du coup, à la place de mon link dans mon tableau, je vais avoir 1. Sinon, je vais avoir 2. Ça va pour tout le monde? Et sinon, par contre, c'est là où c'est intéressant avec le pattern matching, si mon link en fait ne matche aucune de ces deux conditions-là, normalement mon programme est censé crasher, puisque je n'ai pas géré en tant que développeur la condition. Donc je me suis dit, ça serait tellement cool si ça fonctionne en JavaScript, ça, cette syntaxe. Forcément, je lance le node dans un espoir, et ça ne fonctionne pas, ça crache, avec une jolie unexpected token en JavaScript. Et là, en fait, donc c'était un soir, il était 18h, et je me suis dit, ça serait quand même cool de pouvoir implémenter les design patterns, pattern matching en JavaScript. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Ce qu'on veut, c'est une syntaxe qui soit courte, qui soit très dans l'esprit JavaScript. Voilà, on va voir comment on peut faire ça. Et qui soit aussi utilisable avec une approche fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on voyait que ça, que c'était dans un map. Ce que je veux, c'est pouvoir préciser mon pattern facilement et que, en fait, ça me retourne une fonction qui peut être utilisée dans l'itération et même aussi faire la récursion avec une fonction récursive avec du pattern matching. On verra ça plus tard. Donc le premier objectif en tant que développeur d'une librairie, c'était de se dire, ok, quelle est la syntaxe que je vais définir? Donc je suis parti de ça et l'idée, c'était de dire, ok, comment je rends cette syntaxe-là valide tout en gardant les objectifs initiaux. Deux approches, soit ici, en fait, ici ces flèches-là, c'est ce qu'on appelle des arrow functions, c'est disponible en ECMAScript 6, c'est valide syntaxiquement si je rajoute des parenthèses ici pour dire, en fait, finalement, c'est une fonction qui prend aucun paramètre mais qui retourne 1. Ça, c'est valide. Ou alors, ici, je dis simplement, c'est un objet qui a ces attributs-là, on va revenir là-dessus, et qui ont pour valeur 1 et 2. Ces deux approches-là sont valides. C'est syntaxiquement valide. Je vais revenir ensuite après. Sinon, au niveau du map, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dès que je fais un map où là je précise une fonction et que je précise des accolades, en fait, dès qu'on va préciser des accolades, pour ceux qui ont un peu vu ECMAScript 6, on est obligé de préciser un return. Donc, soit je précisais return de 1, soit 1, mais en tout cas, je ne pouvais pas faire accolade et mettre directement mes attributs comme ça. Donc, de toute façon, ces 4 exemples sont syntaxiquement valides, mais sémantiquement faux. Ça ne me permet pas de faire de pattern matching. Mais en fait, l'astuce, c'est de se dire, tiens, je vais remplacer cette approche-là par une fonction d'ordre supérieur, donc je vais expliquer tout simplement ce que c'est, match. Cette fonction-là, en fait, apprend en paramètre un objet, et elle me retourne une nouvelle fonction qui va être utilisée pour l'itération. Et là, je me suis dit, c'est super, c'est syntaxiquement correct, et il y a peut-être moyen d'implémenter après la sémantique derrière, comment est-ce que j'implémente ces patterns-là pour que match me retourne une fonction qui puisse être utilisée et fasse exactement ce que je souhaite. Autre problématique, c'était de se dire, match, je veux aussi pouvoir l'utiliser en dehors autrement qu'en tant que fonction d'ordre supérieur, donc en ayant la capacité de lui passer directement la valeur en premier paramètre, et ensuite ce sur quoi je veux matcher en second.
Donc ça, c'était bon. Et là, j'avais ma syntaxe, et c'est syntaxiquement valide, ça compile, entre guillemets. Deuxième étape, c'était la sémantique. En fait, quand vous avez des crochets comme ça, en ECMAScript aussi, ça veut simplement dire que cette expression-là va être évaluée, et on va appeler toString là-dessus, parce que les attributs d'objets en JavaScript sont forcément des chaînes de caractères. Vous avez aussi les symboles, mais ils ne sont pas mis au même niveau. C'était la parenthèse pour... Du coup, quand ça c'est évalué, on fait un toString là-dessus, ça fait object-object, donc l'objet à ce moment-là, il a object-object pour une valeur 1, puis ensuite quand ça c'est évalué, ça fait object-object pour valeur 2. Du coup, l'objet résultant, c'est ça. À ce moment-là, petite dépression. Comment est-ce qu'on corrige ça? Donc c'est là où ça commence à devenir sale. En fait, l'idée c'est d'utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle when, qu'on retrouve dans d'autres langages avec case, par exemple. Et en fait, ce qui va être passé à cette fonction-là, on va le, attention, sérialiser, on va faire un JSON.stringify, ce qui va me permettre d'avoir à chaque fois l'information qui est dans l'objet. Cet objet-là, n'oubliez pas qu'il est passé à match, du coup match va pouvoir faire un JSON.parse là-dessus pour récupérer les datas. Vous voyez un peu le truc un peu vicieux derrière. Mais ça, c'était le premier problème résolu. Ok. Second problème, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'ordre, enfin en JavaScript, l'ordre des propriétés est forcément... enfin, les propriétés n'ont pas d'ordre. C'est-à-dire que suivant l'implémentation, vous pouvez créer un moteur JavaScript où les propriétés de l'objet n'ont pas d'ordre. Du coup, si je définis mon objet comme ça, quand je vais boucler sur toutes les propriétés, tous les attributs de l'objet, finalement, ça peut être dans un ordre différent. Du coup, ce qui se passait ici, donc là, vous avez when de 42, ça veut simplement dire tu matches la valeur 42, et when.range, c'est quelque chose qui a été rajouté par-dessus, et qui permet de dire si la valeur est comprise entre 0 et 43, alors en face, tu vas me retourner 42. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand c'était sérialisé, donc on avait toujours notre système de JSON.stringify, mais quand on faisait une boucle dessus, eh bien, on ne prenait pas ça dans le même ordre. Il y a des utilisateurs de la communauté qui ont proposé, mais tiens, on va faire un new map. En fait, c'est un tableau de tableau. Ou alors, on va faire un tableau de tableau directement. Le problème de ça, c'est que syntaxiquement, on n'est plus du tout sur une approche comme on a dans les autres langages, où c'est assez clean finalement l'approche que vous avez précédente, où on va simplement préciser en attribut nos patterns et en face nos valeurs. Donc, c'était pas idiomatique, et ça, cette approche-là, en fait, finalement, après, je vais retrouver dans d'autres librairies, et à titre personnel, j'ai pas envie d'utiliser une librairie qui fait du pattern matching comme ça. Du coup, comment est-ce qu'on corrige ça? Le problème, c'est l'ordre. Très simple, on va se dire que when est forcément utilisé, est forcément appelé, invoqué, lorsqu'on définit les propriétés de l'objet. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle le même call site, dans le même site d'appel. On va s'appuyer sur le fait que JavaScript est single thread, et on va aussi considérer qu'on est sur une évaluation séquentielle, c'est-à-dire que ça est ensuite évalué après ça, etc. D'accord? Si on se base là-dessus, sur ce constat-là, en fait c'est le cas d'utilisation globale, on ne va pas définir var a égale when, enfin const a égale when de 42, à l'extérieur, et puis ensuite mettre A ici, on va simplement dire que when c'est notre syntaxe. Alors, si on fait ça, en fait ce qui se passe, c'est qu'on peut simplement avoir, certains peut-être l'avaient déjà anticipé, avoir un auto-incrément dégueulasse qui va être mis dans la serialisation, et comme when ici est appelé en premier, ensuite ici, bah, j'incrémente, et une fois que je récupère ça dans mon match, je peux réorganiser les différents attributs de manière dans l'ordre dans lequel ils ont été définis, ce qui me permet d'avoir mon ordre sur mes attributs, ce qui est très important en pattern matching. C'est sale, je me sentais pas bien à l'époque en tant que développeur, mais ça me permettait d'avoir une super syntaxe, super sexy. Dernier point, comment je fais, alors je prends des exemples dans d'autres langages pour vérifier que mon implémentation fonctionne. Et du coup, un autre exemple, c'est simplement de définir une fonction factorielle qui sera égale à match, et quand la valeur qu'on passe à fact c'est 0, alors je retourne 1, sinon, donc when entre parenthèses comme ça, c'est un catch all, c'est l'équivalent du wildcard dans d'autres langages. Alors, tu me prends la valeur qui est passée, tu me la multiplies par fact de n-1. Mais la problématique, c'est que si je fais fact de 10, j'ai n is not defined. Ici, en fait, j'ai le corps d'une fonction, mais j'ai même pas le paramètre n. En fait, c'est très simple. L'astuce, c'est d'utiliser une fonction qui va prendre en paramètre n. Et là, ici, en fait, j'ai mon factoriel de manière récurrente. La problématique que ça pose ici, vous remarquerez, quand vous développez une librairie, c'est que là, je change mon API. C'est-à-dire que quand une fonction ici est définie, je vais tout de suite l'appeler, ma librairie va tout de suite l'appeler. Et du coup, si je veux avoir mon match qui me retourne une fonction, il faut que je fasse une fonction de fonction. Et en plus, là, j'ai introduit une incohérence, c'est-à-dire qu'ici, je passe une valeur, alors qu'ici, je passe une fonction. Si je veux être cohérent, il faut que je m'assure au niveau de ma librairie que si un développeur passe une fonction, il faut toujours qu'il passe une fonction pour chaque valeur, pour qu'à chaque fois, je puisse les invoquer avec la valeur qu'on vient de passer à mon match. Pour résumer, parce qu'on est assez limité, cette librairie donc, est disponible sur GitHub.
Pour la require, vous allez pouvoir faire un const match when, request match when. Et donc là, vous avez vos deux nouveaux keywords qui viennent d'apparaître comme par magie dans votre état. Vous avez la capacité de faire when.or, when.n, donc d'accumuler les patterns, etc. Vous pouvez prendre des éléments directement dans les tableaux, dans les objets, vous pouvez utiliser des regex là-dessus. Ok, et du coup, c'est terminé, c'est très bref, mais le temps limite, donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu l'utilises en production? En production? Non, pour l'instant, c'est resté un tech project, effectivement. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que l'évaluation, le JSON.stringify, JSON.parse, c'est uniquement au moment de la déclaration. Après, la fonction qui est retournée, tu peux la cacher, et elle est par contre efficace. Donc, voilà. Pourquoi pas utiliser l'argument, le paramètre, la variable argument qu'il y a dans JavaScript? C'est une question de syntaxe en fait. Ça va toujours être une question de syntaxe. Parce qu'on pourrait très bien faire une fonction match qui... On pourrait très bien faire une fonction match qui en premier paramètre ici va avoir when 0, virgule 1, virgule when entre parenthèses et virgule n fois fact n-1. Mais à la lecture, il faudrait qu'on demande au développeur de faire des retours à la ligne. Alors qu'ici, pour un développeur JavaScript, il comprend tout de suite que ce qui est à gauche, en fait, c'est les règles et ce qui est à droite, c'est la valeur. C'est juste une question de syntaxe. D'autres questions? L'auto-incrément que tu fais pour ordonner, il est remis à 0 à un moment? Non. Ça peut être un possible memory leak, c'est ça qui... C'est surtout, d'un moment, ça risque de, comme tu as une taille fixe pour les programmes qui run très longtemps, tu peux arriver, tu n'auras pas d'overflow, mais tu auras... Avant que j'arrive à number.max, value. Tu auras de la perte de précision. Quand tu seras plus grand qu'un entier, comme c'est un truc... Oui. Ouais. Après, oui, on pourrait très bien... là, c'est vraiment des cas... c'est des cas auxquels il faut penser en tant que développeur de librairie, mais ouais, c'est assez efficace. Ouais. C'est ça. On a une approche très fast et le fun, et puis ça redéploie souvent sur Clever. D'autres questions? Dernier point, j'en profite aussi pendant que je suis là. Si vous développez sur Redis, j'ai créé cet outil qui s'appelle Redsmin et qui est un outil, vous pouvez vous créer un compte gratuitement là-dessus. D'ailleurs, il y a des Redis qui sont dispo sur Clever et les Redis que vous avez créés sur Clever Cloud sont directement liés avec Redsmin. Et c'est un outil d'administration et de monitoring en temps réel de votre Redis. Donc surtout, n'hésitez pas. Et aussi, comme je travaille actuellement chez Advise, si vous êtes front-end, back-end, vous cherchez un boulot, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Voilà. Merci.